Resalut! J'ai vraiment pas l'habitude de faire des vidéos de ce type parce qu'habituellement sur ma chaîne, à un moment ou un autre, je finis toujours par tenir un livre entre mes mains et vous en parler. Mais là aujourd'hui, on va uniquement parler de la communauté littéraire sur YouTube. Plus précisément, je compte m'attaquer à la question suivante. Est-ce que l'influence littéraire est en train de ruiner BookTube? C'est une vidéo que j'ai eu envie de faire en tombant sur celle de Lire à la lanterne. Elle y exprimait les frustrations qu'elle avait face à la professionnalisation grimpante de BookTube. Puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points là-dedans qui étaient très pertinents. Et avec cette vidéo, mon intention, c'est pas de contrer ses arguments ou quoi. C'est vraiment juste d'élargir la discussion parce que je pense que ça vaut la peine d'en parler, puis je vous encourage à faire la même chose si jamais vous avez aussi des choses à dire là-dessus. La raison pour laquelle je me permets de donner mon propre avis sur la question, c'est parce que j'ai l'impression que je me retrouve un peu parfaitement au centre des deux côtés de l'argument. Parce que tu sais, je suis une chaîne monétisée qui a des collaborations rémunérées parfois, qui offre du contenu exclusif payant pour des membres, mais en même temps, j'ai pas l'intention de me professionnaliser dans l'influence littéraire. Pour moi, ça a jamais été un objectif de vivre de ma chaîne, puis je pense que si l'entièreté de mes revenus dépendait de YouTube, ben ça aurait un impact vraiment négatif sur comme ma relation avec les vidéos. Mais en même temps, je dis ça, si jamais YouTube se décidait à payer genre 15 fois plus pour ses pubs de base, puis je pouvais vivre de ça, ben là, et oui, je pense que sous le ciel, à temps plein, let's go. Mais tu sais, l'influence littéraire telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Et la raison pour laquelle je trouve que je suis vraiment au centre, c'est parce que je me considère, en tant que personne, autant comme une consommatrice de BookTube que comme une créatrice. Donc, il y a des choses que, en tant qu'abonné, peuvent me déranger moi aussi. Bref, je vais organiser cette vidéo autour de quelques-uns des points mentionnés par Lire à la lanterne, mais c'est vraiment juste pour que ce soit plus clair comme ça, ok? Cette vidéo, je le répète, n'est pas une réponse à la sienne. J'utilise simplement ces points de départ pour poursuivre la discussion, et il y a beaucoup de choses dont je vais parler qu'elle n'a même pas mentionné du tout, donc s'il vous plaît, c'est important de pas lui attribuer des mots ou des intentions sans avoir d'abord regardé sa vidéo. Aussi, je précise, aujourd'hui, mon objectif, c'est pas de dénigrer de quelconque façon l'influence littéraire, ni de dénigrer le ressenti des personnes qui sont dérangées par la professionnalisation grimpante de BookTube. Comme toute chose dans la vie, c'est pas une discussion qui est juste noire ou blanche. Moi, je souhaite participer à une conversation qui est nuancée. Alors, le message général de la vidéo de Lire à la lanterne, c'est qu'elle a réduit sa consommation de BookTube parce qu'elle a perçu un changement dans l'intention qui motivait le contenu. Elle continue de regarder des petites chaînes, elle continue à s'intéresser au partage de la lecture, mais elle est dérangée par la place que l'argent et le marketing peuvent prendre dans certaines grosses chaînes. Donc pour résumer, BookTube avant pour elle c'était une petite communauté où les gens agissaient uniquement par passion du partage de la lecture, versus maintenant où BookTube, il y a des grandes chaînes qui sont un peu devenues les panneaux publicitaires de certaines maisons d'édition au détriment de la diversité et de l'authenticité du partage des livres. Puis je pense pas qu'on puisse dire que ce soit totalement faux. C'est vrai qu'on a tendance à retrouver les mêmes livres ou les mêmes maisons d'édition parce que ce sont celles qui sont prêtes à payer ou à envoyer des livres. Par contre, je pense que c'est quand même pertinent de mentionner que BookTube a toujours été très susceptible au contenu répétitif. Tu sais, dès qu'il y a un truc qui est hypé, puis là quand je dis hypé, je parle vraiment là, de façon genre hyper naturelle à travers la passion des lecteurs qui sont pas payés de quelconque façon. Dès qu'il y a un truc qui est hypé par moindrement quelques personnes, ben tout le monde veut découvrir de quoi il s'agit, tout le monde se précipite pour le lire et donc tout le monde en parle. Donc tu sais, pour l'aspect de la diversité des lectures, je pense pas qu'on puisse blâmer entièrement la professionnalisation de BookTube pour ça. Même quand personne n'était payé et même quand personne recevait des SP, je trouve qu'on a toujours eu un problème avec ce truc. Mais ça reste que c'est clair que au niveau professionnel, il y a très peu d'opportunités marketing qui existent. Donc quand il y en a une, ben tu la vois passer littéralement partout, puis je comprends pourquoi ça pourrait énerver. Par contre, pour ce qui est du point des chaînes qui deviennent un peu comme les panneaux publicitaires de certaines maisons d'édition, c'est vrai que ça peut être très difficile de savoir qu'est-ce qu'une créatrice a réellement pensé du livre qu'elle met à l'avant quand on sait qu'elle a été payée pour le faire. Moi, je suis quand même de l'avis que la majorité des influenceuses littéraires que je suis ne mentent pas sur leurs avis. Je pense que la plupart d'entre elles ont assez d'intégrité pour refuser les contrats avec des livres qu'elles ont détestés. Mais c'est vrai que souvent, quand j'écoute un avis puis que je sais qu'il a été rémunéré, je me dis, évidemment, la personne n'a pas détesté le truc, mais à quel point elle l'a aimé? Puis ça, c'est une question que je me pose surtout quand il n'y a pas de notes
qui sont mentionnés. Parce que tu sais, des fois là, il pourrait y avoir un livre auquel t'as donné genre 3.5 étoiles. C'est suffisamment positif pour toi pour accepter le contrat avec la maison d'édition. Tu sais, c'est pas un mauvais livre que tu vas recommander. Oui, il y a des points négatifs, mais il y a des points positifs. Mais évidemment, dans le partenariat, l'accent va être surtout mis sur le truc positif. Donc, nous, en tant que spectateurs, peut-être que s'il y a pas de note qui est mentionnée, ça fait comme, ah, ça sonne comme une recommandation 4.5 étoiles. Mais finalement, c'était pas vraiment une recommandation coup de cœur. C'était une lecture potable, assez bonne pour être recommandée, mais comme, c'est pas la lecture sidérante que la créatrice peut-être véhicule avec son enthousiasme pour en parler parce qu'elle est payée pour en parler. Je pense que ce sont des questions naturelles à avoir sans que ce soit formulé dans notre tête comme une accusation genre « Hey, ce que tu fais c'est mal ». Moi, même si je préfère assumer tout simplement que tout le monde est honnête, c'est certain là, que si je vois que quelqu'un a été payé pour parler d'un livre, je vais me renseigner sur le livre avant de l'acheter. Ce sera pas un avis rémunéré qui va me faire décider si je le lis ou non. Parce que c'est difficile de savoir si la recommandation c'est un livre qui est suffisamment bon pour être promu sans mentir ou c'était genre une recommandation qui allait atterrir dans le top de l'année. Mais le point où je me range peut-être plus du côté des influenceuses littéraires, c'est que moi, ça me dérange pas d'avoir à faire ça. Ça me dérange pas d'avoir à faire plus de recherches sur un titre parce que je suis pas sûre. Si c'est mentionné, c'est transparent que la personne a été payée pour parler du livre, ben je vois pas nécessairement le problème parce qu'on est tous capables de faire ce qu'on veut de cette information. C'est sûr que tu sais, si le contenu de quelqu'un devient uniquement des livres payés, ben c'est très probable que je vais juste arrêter de consommer son contenu. Mais je suis quand même pas dérangée par le fait que la personne choisisse de faire ça. Parce que pour moi, en bref, ça se résume à 2 points. C'est ok que des gens se professionnalisent et deviennent carrément les panneaux publicitaires de certaines maisons d'édition si c'est ça qu'elles désirent. Et c'est tout à fait ok que des abonnés se désintéressent du contenu qui s'est professionnalisé et qu'ils arrêtent de le consommer si c'est ça qu'ils désirent. Je pense qu'il y a vraiment moyen de discuter des nuances de ce sujet-là sans accuser personne, sans qu'aucun des deux côtés soit genre fautif. Pour moi, les deux côtés de la médaille ont le droit d'exister et on a le droit de penser ce qu'on veut des deux côtés. Puis là, je vais juste préciser encore une fois, je ne m'exprime aucunement en réponse à Lire à la lanterne. Je mentionne ça ici parce que je sais que les réseaux sociaux ont tendance à amener beaucoup d'animosité dans ce type de discussion, puis je veux pas qu'on amène ça dans mes commentaires. On discute, mais on accuse personne. Mais donc, si vraiment, genre, ça, c'était tout ce que BookTube était devenu, ok, juste des pubs, partout, des livres rémunérés, blablabla. Là, je serais d'accord qu'il y aurait une guerre à mener. Mais moi, je trouve qu'on est encore très loin de cette réalité parce que c'est vraiment un mini pourcentage là, des personnes sur BookTube qui se sont professionnalisées. Ça paraît comme un gros pourcentage parce que, évidemment, ce sont les grandes chaînes, donc c'est celles qu'on voit le plus. Mais il y a des centaines de petites chaînes qui font rien de ça. D'ailleurs, restez à l'affût à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose à vous montrer par rapport à une liste de chaînes BookTube. Donc voilà, ok? Il y a pas beaucoup de gens qui se sont professionnalisés. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui essaient, mais je pense que la majorité des gens le font encore par passion. Surtout puisque BookTube, tu sais, c'est quelque chose qui met des années avant de récompenser de quelconque façon ses créateurs. Puis la récompense que t'as, pas si grande que ça. Puis c'est peut-être un peu étrange à dire, mais on dirait que j'apprécie la diversité d'avoir des chaînes monétisées où je peux voir quelles sont les nouvelles stratégies marketing que les maisons d'édition inventent. C'est quoi les livres qui sont en train d'être poussés, c'est quoi les tendances. On dirait que ça me donne des informations intéressantes quand même en tant que spectatrice. Puis si j'aime pas ça, ben j'ai des dizaines et des dizaines d'autres chaînes qui vont me donner les informations que je recherche. Donc tu sais, moi je comprends, là. Je comprends pourquoi on pourrait être dérangé par l'aspect vente qui s'incruste dans BookTube. Et oui, BookTube peut-être devient un moyen pour que ces livres soient vendus, mais on dirait que je voudrais pas empêcher non plus des gens de vivre de l'influence littéraire, parce que même si ça a ses côtés négatifs dans certains cas pour nous en tant qu'abonnés, je trouve ça quand même beau de voir quelqu'un réussir sa vie professionnelle seulement à travers le partage de la lecture. Il y a tellement de boulot chiant dans cette vie que si cette personne est capable de survivre dans cette société parce qu'elle est promue pour parler des mêmes livres qu'on est fatigué de voir, mais bon, ben ça reste que je suis contente pour elle. Ça m'intéressera peut-être un peu moins de la regarder, mais je suis contente pour elle.
Alors ça, ce sont mes pensées sur la professionnalisation générale de BookTube. Maintenant, j'aimerais faire une parenthèse sur les services de presse. On va dire SP pour être plus rapidement, ou si je veux peut-être dire ME, des fois ça veut dire maison d'édition. Et donc là, je vais uniquement parler des livres qu'on reçoit gratuitement en échange d'une chronique. Pas des personnes qui sont rémunérées pour faire la promotion de livres. Donc tout d'abord, on va mettre ça au clair. Oui, c'est absolument un privilège d'avoir une communauté assez grande pour que des maisons d'édition nous fassent confiance, nous envoient des livres gratuitement. C'est pas quelque chose à prendre pour acquis. Toutefois, il y a certains trucs qui me chicotent. Premièrement, et là, je sais pas dans quel terrain je m'engage en ce moment, je suis vraiment pas fan du principe des partenaires annuels choisis par les maisons d'édition. Pour ceux qui le savent pas, c'est très commun en France d'avoir des maisons d'édition où une fois par année, les gens peuvent postuler pour devenir partenaire d'une maison d'édition et avoir accès à leur sortie, genre tout au long de l'année, puis les chroniquer gratuitement. Ça existe aussi au Québec, mais c'est vraiment pas la même ampleur qu'en France. Parce que en France, avec tout mon amour et mon respect, on dirait littéralement genre l'équivalent de la cérémonie des Oscars pour les bookstagrammeurs. Parce que tu sais, t'as le post là, à la fin où ils ont choisi leur partenaire puis ils sont tous énumérés puis c'est comme « Waouh! Je suis content d'être choisi! Oh, je suis triste de pas être choisi! » Puis tu sais, je comprends pourquoi les maisons d'édition procèdent de cette façon. Ça doit être beaucoup plus simple d'avoir une liste prédéterminée de gens à qui envoyer des trucs plutôt que de constamment gérer à l'année longue des requêtes de nouvelles personnes qui sont là « Est-ce que je peux avoir un SP? Est-ce que je peux avoir un SP? » Je comprends. Sauf que moi, ce qui me dérange, c'est que ça a vraiment l'air de stresser les gens. Pendant la période où les chroniqueurs pouvaient postuler, moi j'allais sur Threads et je voyais juste un accueil d'anxiété totale de gens qui étaient comme je sais pas s'ils vont me choisir une autre année ou ils vont pas me choisir blablabla. Puis je comprends pourquoi c'est important pour les gens parce que c'est très cool d'avoir accès aux sorties de ta maison d'édition préférée sans avoir à payer. Mais on dirait que pour moi, la lecture, c'est une passion qui doit être faite dans le calme, qui ne doit pas générer de stress. Puis là, du stress, j'en voyais beaucoup. Aussi, tu sais, ce que j'aime pas de ce fonctionnement-là, c'est que je suis certaine qu'il y a des chroniqueurs qui doivent ressentir de la pression de pas donner des avis négatifs publics parce que ils veulent continuer à se faire choisir comme partenaire. Évidemment, je sais que toutes les maisons d'édition fonctionnent différemment puis qu'il y en a là, qui donnent totalement une liberté de franchise à leurs chroniqueurs, mais je sais également par expérience qu'il y a des ME qui ont tendance à être très sensibles et à blacklister leurs chroniqueurs pour avoir donné moins de 4 étoiles. Et je sais qu'il y a des chroniqueurs qui le savent et je sais que statistiquement, là, c'est très probable qu'il y a des gens qui adoucissent leur chronique juste pour continuer à recevoir des SP. Donc tu sais, je dis pas que cette pratique de partenariat devrait être bannie parce que je sais que même des maisons d'édition qui n'ont pas de partenaire officiel font ce truc. Il y a vraiment des maisons d'édition là où si tu donnes 3.5 étoiles à un de leurs livres, là, ils vont te traiter comme si tu t'étais glissé dans leur bureau la nuit avec un baril d'essence, que t'avais vidé ça partout sur leur collection de livres puis que tu y avais mis au feu. Donc voilà, ça arrive avec n'importe quelle maison d'édition, mais il y a juste quelque chose autour de comme ces partenaires officiels, il y a juste une énergie qui me malaise. Puis je sais pas si vous allez comprendre pourquoi, je sais pas si j'ai raison de me sentir comme ça. Au final, tout ce qui importe, c'est que les gens soient heureux, mais moi justement, c'est ça le truc, j'ai l'impression que ce type de fonctionnement rend malheureux des gens. Je trouve que je l'ai vraiment mal exprimé dans cette vidéo, mais mon malaise, là, il n'y a aucun lien avec les personnes qui acceptent d'être des partenaires officiels. J'ai pas de problème avec les gens qui acceptent, qui font ça. Si vous avez l'opportunité de l'être puis que c'est ça que vous voulez faire, ben let's go, genre let's go. Mon problème vient plus du fait que les personnes qui sont pas choisies utilisent ça, comme j'ai dit, pour se faire du mal. Parce que il y a une différence entre contacter une maison d'édition, demander un SP et se faire dire non, versus voir qu'il y a l'opportunité de faire partie des partenaires et non seulement on te dit non, mais tu vois la liste de toutes les personnes à qui on a dit oui. Alors que quand c'est juste toi qui contactes tout seul, tu sais pas qu'à côté il y a 50 personnes qui ont réussi. Tu sais juste qu'on t'a dit non. Puis c'est ça, j'ai juste l'impression que je vois des gens qui utilisent ce fonctionnement-là pour se faire du mal, puis j'aime pas ça. Puis ce qui m'énerve aussi avec les services de presse en général, c'est qu'on dirait que c'est vraiment mis sur un piédestal par des lecteurs. Puis en même temps, je comprends pourquoi, c'est très cool. Genre moi personnellement, ça m'a frappé là, la semaine dernière. Tu sais, à chaque année quand il y avait le nouveau Murakami qui sortait, je le demandais à Noël. Puis tu sais, des fois c'était cher, genre ma mère elle a payé cher pour me donner ces livres-là. Puis là maintenant, paf, le nouveau Murakami il est sorti. J'ai envoyé un petit email, puis là je vais le recevoir cette semaine. Genre oui, c'est cool, je comprends, mais
il y a quelque chose avec la façon dont c'est traité et perçu qui est malsain. Cette espèce de piédestal-là, ça donne lieu à des situations comme celle que mon amie Karine a vécue sur sa chaîne, où elle avait posté un vlog lecture où elle essayait de rattraper son retard dans certains SP qu'elle avait reçus, et elle s'était pris à la tronche des commentaires genre « C'est bon, on comprend que tu reçois des SP, pas besoin de nous le mettre à la figure. Tu voulais juste flasher que tu reçois des SP, tu veux faire des jaloux. » Genre, ok, déjà, on s'entend que c'est de la projection maximale. Les gens sont jaloux, mais au lieu de se tenir comme propres responsables de leur jalousie, ils imputent que la personne face à elle faisait exprès pour les rendre jaloux. Mais moi, là, ça m'énerve tellement, ok, parce que de un, oui, les SP, c'est cool, mais ça vient avec des inconvénients. Si tu reçois un SP, merveilleux, tout est beau. Si tu commences à recevoir beaucoup d'SP, il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Soit tu culpabilises parce que tu lis pas ta pile à lire parce que tu dois prioriser les SP, soit tu lis ta pile à lire puis tu culpabilises parce que t'es pas en train de lire les SP qui attendent à côté. Tu te sens mal quand tu détestes les livres qu'on t'a envoyés. Moi, c'est mon problème, là. Je sais pas comment il y a encore des maisons d'édition qui acceptent de m'envoyer des livres parce que... En tout cas... Mais aussi, tu sais, il y a des DME qui en profitent. Dès qu'elles ont ton adresse, là, c'est fini. Elles t'envoient n'importe quel livre, t'as pas demandé. Puis ça arrive chez toi, puis t'es comme, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Genre, oui, ok, c'est un privilège de recevoir ça. Mais ça reste que des fois, tu demandes aux maisons d'édition d'arrêter de t'envoyer des livres non sollicités et elles continuent. C'est comme, ben... Je me sens mal de pas en parler parce que je sais que la maison d'édition a payé de l'argent pour ça, mais en même temps, je veux pas en parler, je veux pas le lire, ça m'intéresse pas, j'ai rien demandé, foutez-moi la paix. Donc oui, tu sais, c'est un privilège, mais ça vient avec une charge. Donc, pour qu'un vlog de lecture de SP soit perçu de cette façon, comme quelqu'un qui essaie de se vanter de recevoir plein de SP, blablabla. Girl, Karine, là, moi, je lui ai demandé la permission de parler de son histoire dans ma vidéo, mais moi, ça vient me chercher parce que Karine, là, elle a des décennies de travail et d'expérience dans la chronique littéraire. Là, on dirait que j'étais en train de t'appeler très vieille, non? Je veux juste dire, Karine, elle a beaucoup d'expérience. Elle a mis le travail pour se mériter la confiance des maisons d'édition. Puis, on dirait que c'est quelque chose que je vois souvent sur les réseaux. Des comptes qui viennent tout juste de se lancer, ça fait genre 3 semaines qu'ils postent des chroniques. Puis ils sont comme « Hey, les maisons d'édition, arrêtez de seulement choisir les grands comptes pour envoyer vos SP, c'est injuste, donnez une chance aux petits comptes. » Puis tu sais, je comprends pourquoi un petit compte aimerait avoir un SP. Moi, je suis d'accord qu'il y a plein d'avantages d'envoyer des SP à des plus petits comptes parce que les gros, girl, ils reçoivent tellement de livres, là, tu vois plus rien passer, il y a plus rien qui saute aux yeux. Donc oui, parfois, envoyer un SP à quelqu'un qui a quelques centaines d'abonnés versus quelqu'un qui a plusieurs milliers, ça peut être avantageux au niveau de l'engagement. Mais moi, je parle là, des personnes, ça fait 2 secondes que vous êtes là, puis juste parce que vous existez sur la sphère littéraire, c'est comme si les maisons d'édition vous devaient des SP. Mais les ME, là, c'est triste à dire, mais les trucs qu'ils envoient, c'est pas pour le partage pur de la lecture, c'est purement un geste marketing. Je trouve que ce genre de comportement-là, ça crache un peu sur le travail des personnes qui ont mis des années à bâtir leur large communauté. On dirait qu'il y a des personnes qui créent leur compte puis qui sont comme « Bon, ils sont où les abonnés? » Comme si, tu sais, la personne que tu vois avec 30 000 abonnés, elle avait juste créé son compte puis ça lui était tombé du ciel comme par magie. Bref, ce sont mes pensées sur la chose. Ma propre relation avec les SP, c'est un autre sujet. J'ai comme pas envie d'en parler aujourd'hui, mais en général, tu sais, j'aimerais ça qu'on cesse d'utiliser les services de presse pour se créer du stress et pour créer des hiérarchies dans la communauté. Dans tous les cas, on fait tous la même chose. On lit des livres et on en parle. La personne à côté, si elle a reçu son livre gratuitement, elle n'est pas supérieure à toi. Et toi, t'es pas inférieur à elle. Voilà. Bon, mini point bonus que j'aimerais aborder. Les sponsors qui ne sont pas liés à la lecture sur Booktube. Moi, perso, jusqu'à présent, j'ai eu 3 sponsors différents sur ma chaîne. Il y a eu des répétitions, mais genre, il y a 3 compagnies pour lesquelles j'ai travaillé. Et il y en avait 2 d'entre eux qui avaient absolument aucun lien avec la lecture. Puis, j'ai conscience que ça dérange des gens. J'ai souvent vu au fil des années, jamais comme dirigé vers moi, mais tu sais, je vois beaucoup des gens parler de créateurs qui sont comme « Ah, elle, c'est une chaîne de lecture, mais elle fait genre des trucs de bijoux, des trucs qui ont aucun lien avec la lecture, blablabla. » Puis tu sens un peu une sorte de mépris dans leur façon de dire ça. Puis moi, je comprends pas d'où ça vient, parce que
Au-delà d'être un lecteur, nous sommes des êtres humains. Peut-être qu'il y a des chiens qui me regardent en ce moment, wouf wouf, je vous aime, mais en général, on est des êtres humains. Donc, à mes yeux, si ces produits sponsorisés s'adressent à des êtres humains, ben, ils s'adressent aussi aux abonnés de la communauté littéraire. Tu sais, je comprends pas pourquoi la communauté littéraire devrait absolument se fermer aux sponsors littéraires. Si tu ouvres la télé puis que tu regardes de hockey, on s'entend-tu qu'il y a 90% là, des sponsors qui ont aucun lien avec le fait de jouer ou regarder du hockey? Puis moi, je trouve que d'avoir des sponsors qui sont pas reliés à la lecture, ben, c'est quelque chose qui permet de préserver encore plus facilement, genre, notre intégrité en tant que chroniqueuse. Genre, il n'y a jamais eu de situation délicate entre moi, la personne qui chronique des livres, versus la personne qui est payée. Parce que mes sponsors, ils s'en foutent, là, que pendant la vidéo, j'aime pas du tout les livres que je lis. Bon, là, c'est sûr que, tu sais, je dis ça, faut pas accepter n'importe quoi dans la vie. Moi, il y a beaucoup de sponsors que j'accepte pas. Mais quand je le fais, c'est parce que je me dis, ben ce produit-là, moi, je vois pas l'intérêt. Donc, même si je suis humaine et vous êtes tous des humains, je me permets de refuser parce que je suis comme si tu mets tous les humains de la Terre en ligne, il y en a peut-être 3 sur les 8 milliards qui vont vouloir acheter ça. Bon, sinon, je me suis mis une note. Je voulais, par souci de transparence, préciser que moi, j'ai toujours refusé les partenariats où le montant que j'allais être payé dépendait de l'utilisation de mon code promo. Je veux pas dépendre de l'achat des gens pour être payé. C'est très possible que dans certaines situations, je fasse moins d'argent parce que peut-être que le taux fixe qu'ils m'ont payé est inférieur à l'argent que j'aurais eu, genre, avec les commissions de personnes qui utilisent le code, mais je m'en fous. Okay. Moi, je fais le travail qui m'est demandé, je présente le produit et je sais à l'avance exactement combien je vais être payé pour ça. Donc, je tenais à le mentionner parce que parfois, je fais des sponsors, puis parce que les gens savent que je suis un peu en situation monétaire précaire, j'ai des messages de personnes qui sont comme « Ah, je suis désolée, tu sais, j'aurais vraiment voulu acheter le produit pour t'encourager, mais blablabla. Sentez-vous pas mal. J'aurais pas fait d'argent sur la commission. Si un jour je fais de l'argent sur la commission, je vais le préciser là, en dessous du lien. C'est sûr, tu sais, que si les produits vous intéressent, je vous encourage totalement à aller les acheter parce que c'est les gens qui achètent qui font en sorte que le sponsor va revenir dans le futur puis va accepter de me payer à nouveau. Mais achetez-les juste parce que ça vous intéresse, ça va vous apporter quelque chose à votre vie. Faites-le pas pour me donner une commission que je n'aurai pas. Maintenant, pour la dernière section de cette vidéo, j'avais envie de parler du point des communautés exclusives payantes sur Booktube. Et comme vous pouvez le deviner, c'est pas une chose qui me dérange évidemment parce que en 2024, j'ai lancé ma propre communauté. Mais je voulais vous parler rapidement des sortes de règles que j'essaie de respecter personnellement face à ça. Parce que comme je le dis souvent, tu sais, moi je traite vraiment ma chaîne en songeant à ce qui me plairait et ce qui me dérangerait en tant qu'abonné. Donc ça se peut en fait que là je vais surtout parler de comme ma propre relation avec les communautés exclusives et non pas en général, genre ce que les gens font. Alors, moi personnellement, je pense que la règle numéro 1 pour toute communauté exclusive, c'est de s'assurer qu'en tant que créatrice, on ne punit pas nos abonnés normaux en leur retirant du contenu qui aurait été autrement gratuit. Pour moi, c'est important de m'assurer que tout ce que je poste pour les membres exclusifs, c'est du contenu que j'aurais tout simplement pas posté autrement. C'est sûr que là, je brise un peu cette règle avec mon bocal des membres parce que j'aimerais vraiment ça pouvoir le faire genre avec tous mes abonnés. Mais ça serait juste insoutenable. Genre, j'aimerais ça, mais je peux pas. Là, on est 57 membres dans ma communauté. Pour l'instant, j'y arrive vraiment avec pas de soucis. Là. En plus, c'est pas tout le monde qui suggère des livres à chaque mois, donc pour info, on est à 67 livres non lus dans le bocal actuellement. Puis aussi, là, on dirait vraiment juste une tangente. Mamaki se justifie sur ses choix sur sa chaîne. Mais aussi pour moi, ce qui est ok avec le bocal des membres, c'est que même si c'est seulement les membres qui peuvent suggérer les titres, ben le résultat de ça, quand je lis les livres, ce sont des avis qui sont publics pour tous. Donc c'est pour ça que je me sens à l'aise de fonctionner ainsi, même si dans le meilleur des mondes, je préférais inclure tout le monde. Je fais des vidéos exclusives uniquement parce que ça me permet d'y aller avec un style qui est vraiment moins compliqué à monter. Je sais que ça peut peut-être être chiant pour les gens que genre je fasse des vidéos exclusives, puis tu sais en ce moment je poste une fois ou 2 semaines, donc c'est comme le temps est long, puis à la place de poster une vidéo publique, elle poste une vidéo exclusive. Mais si je faisais pas de vidéos exclusives, je posterais pas genre une vidéo publique de plus. Pour moi, mes vidéos exclusives, c'est vraiment une façon de faire un petit rendez-vous mensuel avec moi-même où je regarde mon mois, comment ça s'est produit, puis je le fais avec un style de montage qui est infiniment moins long à monter. Et la raison pour laquelle je me sens si confortable, c'est parce que j'ai l'impression que je peux être totalement transparente parce qu'il y a peu de gens qui me regardent et je sais que les gens qui sont là,
sont bien intentionnés, je pense. Donc, je pourrais pas faire ces vidéos-là publiquement parce que ça enlèverait un peu comme le sentiment de confort puis d'intimité qui sont les raisons pour lesquelles je fais ces vidéos-là. Je sais que, tu sais, techniquement, dans ces vidéos-là, je présente des stats mensuels qui pourraient intéresser des abonnés normaux parce que mes bilans de mi-année puis de fin d'année intéressent les gens. Mais moi, je suis pas intéressée à le faire de façon mensuelle publiquement. Et donc, même si je fermais mon abonnement, ben, c'est pas comme si c'était des vidéos que j'allais juste comme maintenant désormais poster publiquement. Donc voilà, moi je suis absolument pour les communautés exclusives. Ça permet aux plus grands fans de soutenir directement leurs créateurs puis d'avoir accès à du contenu bonus. Mais pour moi, c'est ça, il faut que ça reste du contenu bonus. Je veux absolument rien enlever à personne juste parce qu'ils ont pas les moyens de se payer un abonnement. Ma chaîne, publiquement, est exactement celle qu'elle serait sans la communauté exclusive. Je trouve qu'il y a des gens qui font vraiment des trucs très très cool avec leur Patreon, des trucs qui seraient pas possibles uniquement à travers YouTube. Donc moi, sérieux, je vois aucun inconvénient à ça. C'est sûr que des fois, on peut faire la pub pour l'abonnement, puis peut-être ça peut être énervant, mais genre, moi en tant qu'abonné, ça me dérange pas. Moi, en fait, ce qui me dérange en tant qu'abonné, c'est que je suis vraiment facilement overwhelmed par une très grande quantité de contenu. Donc moi, j'aime ça, les abonnements comme ça, parce que tout le surplus de créativité que les gens ont, ils peuvent le mettre là-dedans, puis les gens qui vont rejoindre, c'est les gens qui sont 100% investis là-dedans. Et moi, ben, je peux juste continuer à consommer le contenu de base qui m'intéresse le plus. Pour moi, à mes yeux, c'est vraiment l'option de professionnalisation sur YouTube qui est la moins intrusive. Alors, je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis en train de travailler sur un répertoire de toutes les chaînes BookTube qui existent, qui ont été actives dans les 6 derniers mois. Vous pourrez retrouver le lien dans la description, c'est encore en construction. J'ai pas décidé si je faisais la liste quelque chose de public, que tout le monde pouvait juste directement aller ajouter leur truc, ou si ça va tout passer par moi. Pour l'instant, n'hésitez pas à me commenter les noms des chaînes que j'ai oubliées, parce que je suis certaine que j'en ai oublié plein. Et j'ai inclus la taille des communautés, parce que comme ça, si vous cherchez des nouvelles personnes ou des petits comptes à encourager, ben là c'est très facile d'aller voir qui est-ce que je connais pas, qui est-ce qui mérite d'avoir plus d'attention. Se lancer sur BookTube, c'est tellement pas facile. De tous les réseaux sociaux, à mon avis, c'est le pire. Donc c'est ça, j'ai créé ça pour que tout le monde ait une chance égale de se faire découvrir, peu importe genre comment l'algorithme nous traite. Et donc, pour conclure cette vidéo, je trouve que la professionnalisation grimpante de BookTube, c'est un sujet intéressant avec des arguments valides des deux côtés. Comme tout dans la vie, je pense que l'important, c'est juste de maintenir la bienveillance au cœur de nos discussions. On a tous droit à notre avis, mais je pense que ce qui importe au final, c'est juste qu'on continue à lire et à en parler. N'hésitez pas à me dire dans un commentaire ce que vous pensez sur ce sujet. Aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo de discussion. Je suis un petit peu stressée de poster ça parce que j'ai l'impression que dès qu'on donne notre opinion sur internet, on se met dans une position un peu vulnérable. Mais donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, c'est la vidéo exclusive, mais dans 2 semaines, c'est une vidéo très intéressante. Soyez au rendez-vous. Bye bye!